Bonjour, bienvenue. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un cœur en commentaire sous cette vidéo. Un soir d'hiver à Paris, alors que le vent sifflait entre les immeubles et que la pluie frappait doucement contre les vitres, je rangeais les assiettes encore tièdes du dîner. L'odeur du pot-au-feu flottait encore dans l'air, et j'avais déjà enfilé mon vieux gilet en laine pour me protéger du froid qui s'infiltrait par les murs. C'est alors que j'ai entendu 3 coups hésitants à ma porte, espacés, presque timides, comme si la personne de l'autre côté ne savait pas vraiment si elle devait frapper. Je me suis figée un instant, surprise, car à cette heure tardive, rares étaient les visites. Mes mains sont restées en suspens au-dessus de l'évier, mon cœur battant un peu plus vite. Je me suis approchée du couloir, écoutant le silence qui avait suivi. Ces coups n'avaient rien de pressant, mais ils contenaient quelque chose d'inquiétant. Je me suis avancée doucement, mes chaussons étouffant le bruit de mes pas sur le parquet ancien. Une inquiétude diffuse commençait à m'envahir, comme si mon instinct me soufflait que cette visite n'allait pas être anodine. J'ai posé la main sur la poignée, hésitant à ouvrir, et jeté un coup d'œil rapide par le judas. Tout ce que j'ai vu, c'était une silhouette figée, immobile, qui semblait attendre. Le battement régulier de la pluie sur la fenêtre se mêlait à ma propre respiration, lourde et saccadée. Une partie de moi voulait faire demi-tour, retourner dans la chaleur de ma cuisine et oublier ces coups étranges. Mais la curiosité, mêlée à un soupçon d'appréhension, a pris le dessus. J'ai inspiré profondément avant de tourner la clé et d'ouvrir lentement la porte. C'était Madame Dubois, ma voisine de palier, une femme d'une 60aine d'années que je croisais parfois dans l'escalier ou au marché. Ce soir-là, elle semblait différente, presque méconnaissable, son visage habituellement vif et bavard était pâle, comme vidé de son énergie, et ses lèvres pincées trahissaient une nervosité inhabituelle. Ses yeux, d'ordinaire pleins d'une curiosité bienveillante, bougeaient sans cesse de gauche à droite, comme si elle craignait que quelqu'un apparaisse soudainement dans le couloir. Elle tenait son sac contre elle d'une main tremblante, et de l'autre, elle resserrait son manteau. Sa présence à ma porte, à cette heure-là, me surprenait déjà, mais c'est son silence qui me glaça vraiment. Elle resta quelques secondes à m'observer, comme si elle cherchait les mots justes ou la force de parler. Je lui proposai d'entrer, mais elle secoua vivement la tête, jetant un regard furtif par-dessus mon épaule, vers l'intérieur de mon appartement. Ce refus, presque brutal, fit monter en moi une tension étrange. Sa respiration semblait courte, précipitée, comme si elle avait couru ou fui quelque chose. Ses yeux finirent par croiser les miens, et dans ce bref échange, je compris qu'elle portait un fardeau qu'elle n'arrivait plus à garder pour elle. Avant même que je ne puisse lui poser la moindre question, elle s'approcha d'un pas et murmura d'une voix basse, presque inaudible, « Promets-moi que tu ne diras pas que c'était moi. » Ces mots claquèrent dans l'air froid de l'entrée, et je ressentis un frisson remonter le long de ma colonne vertébrale. Il y avait dans sa voix une urgence que je n'avais jamais entendue chez elle, comme si ce qu'elle allait dire pouvait tout changer. Elle se tenait encore plus près, au point que je pouvais sentir l'odeur légère de son parfum mêlé à celle, plus acide, de son inquiétude. Je restai un instant figée, surprise par cette demande qui me semblait à la fois étrange et lourde de sens. Sans même réfléchir, j'acquiesçai d'un hochement de tête, comme si mes mots pouvaient trahir quelque chose. Elle jeta un nouveau coup d'œil autour d'elle, ses doigts crispés sur la lanière de son sac. Ses lèvres tremblaient légèrement, et je devinai qu'elle pesait encore ses phrases avant de se lancer. L'air semblait s'être épaissi entre nous, chaque seconde rallongeant l'attente. Puis, elle inspira profondément, et dans ses yeux brillait une lueur à mi-chemin entre la peur et la détermination. Elle finit par rapprocher son visage du mien et souffla, comme si chaque mot lui coûtait, « À chaque fois que tu quittes l'appartement, quelqu'un entre chez toi. » J'eus un instant l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Mon esprit chercha une explication rationnelle, mais rien ne venait. Qui pouvait avoir accès à mon logement en mon absence? Comment était-ce seulement possible? Elle me confia qu'elle l'avait remarqué à plusieurs reprises, toujours les mêmes gestes, les mêmes moments, comme un rituel inquiétant. La certitude dans sa voix me glaça bien plus que ses paroles. Je sentis mon cœur accélérer, mes doigts se resserrant sur le bord de la porte comme pour m'ancrer dans la réalité.
Tout semblait soudain plus silencieux autour de nous, comme si le couloir retenait son souffle. Mes pensées s'embrouillaient, entre l'envie de lui demander davantage de détails et la peur de connaître la vérité. Je tentais de lire sur son visage s'il pouvait s'agir d'une mauvaise blague, mais il n'y avait rien de léger dans ses yeux. Au contraire, ils exprimaient une sincérité mêlée à une peur presque palpable. Elle semblait attendre ma réaction, comme si ce qu'elle venait de dire n'était que le début d'un récit bien plus sombre. Mes mains se mirent à trembler légèrement, incapables de contenir l'angoisse qui montait. J'essayais de formuler une réponse, mais ma gorge s'était serrée au point de rendre ma voix méconnaissable. Des images fugitives défilaient dans mon esprit, des objets déplacés, des sensations étranges à mon retour, que j'avais toujours attribuées à ma distraction. Et si tout cela n'avait rien d'anodin ? Une sueur froide me coula le long du dos, amplifiant la sensation d'irréalité. Madame Dubois restait là, immobile, comme si elle redoutait que je m'effondre devant elle. L'idée qu'une personne puisse s'introduire chez moi à mon insu me donna presque la nausée. Je regardais autour de moi, comme si j'allais découvrir immédiatement une preuve de cette intrusion. Pourtant, tout semblait en place, ordonné comme toujours, ce qui rendait ces paroles encore plus troublantes. Je sentais que mon souffle devenait court, mon corps réagissant avant même que mon esprit n'ait assimilé la nouvelle. Une part de moi voulait fermer la porte et tout oublier, mais l'autre, plus forte, exigeait de comprendre. Et dans ce mélange d'angoisse et de détermination, je savais déjà que je ne dormirais pas tant que je n'aurais pas des réponses. Elle reprit la parole avec une lenteur calculée, comme pour mesurer l'impact de chaque mot. C'est toujours le même homme. Il a un trousseau de clés et il agit vite, en silence. J'eus l'impression que ma peau se hérissait à chaque syllabe. Elle précisa qu'il venait toujours seul, profitant de moments précis, comme s'il connaissait parfaitement ma routine. Son visage se crispa en évoquant la précision presque chirurgicale de ses gestes, sa façon de vérifier autour de lui avant d'entrer. Plus elle parlait, plus mon esprit cherchait à mettre un nom sur cette silhouette inconnue. Je lui demandai à quoi il ressemblait, et elle hésita avant de répondre, comme si elle craignait de me choquer. Elle décrivit un homme de taille moyenne, vêtu sobrement, portant une casquette abaissée sur le front pour dissimuler ses traits. Ses mains, dit-elle, semblaient habituées à manipuler des serrures, rapides et assurées. À l'évocation de ces gestes, un frisson me traversa, et je sentis une angoisse sourde s'installer dans ma poitrine. Il n'y avait plus de doute, ce n'était pas un hasard, mais une action répétée, calculée. Et cette idée rendait la situation infiniment plus dangereuse. Cette nuit-là, je restais allongé dans mon lit, les yeux grands ouverts, fixant le plafond comme si j'attendais une réponse qui ne viendrait pas. Chaque craquement du parquet, chaque souffle du vent contre les volets semblait se transformer en pas discrets dans mon esprit. J'imaginais cet homme franchissant ma porte, parcourant mes pièces, touchant mes affaires avec une assurance insupportable. Mon esprit alternait entre la peur et la colère, incapable de trouver le repos. Je changeais de position 1000 fois, mais aucune ne calmait le flot d'images obsédantes. Quand enfin l'aube se leva, j'avais l'impression de n'avoir fermé les yeux qu'une minute. À mesure que le jour se levait, mes pensées se faisaient plus claires mais aussi plus déterminées. La peur ne suffisait plus, il fallait que je sache, que je voie de mes propres yeux si ce que disait Madame Dubois était vrai. J'avais besoin de preuves, pas seulement de suppositions. Cette idée, presque obsédante, prit toute la place dans mon esprit, repoussant même la fatigue qui alourdissait mes paupières. Je passais la matinée à observer mon appartement comme si c'était la première fois que j'y vivais, cherchant le moindre détail suspect. Mais tout semblait parfaitement normal, ce qui rendait le mystère encore plus insupportable. Dès la première heure du jour suivant, je sortis pour acheter une petite caméra discrète, facile à dissimuler. Le vendeur me montra plusieurs modèles, mais je choisis celui qui offrait la meilleure qualité et un enregistrement continu. De retour à la maison, je pris soin de placer l'appareil derrière la bibliothèque du salon, légèrement incliné pour couvrir l'entrée et une partie du couloir. Je passai de longues minutes à vérifier l'angle, ajustant chaque centimètre jusqu'à ce que le champ de vision soit parfait. Mon cœur battait plus vite que d'ordinaire, comme si j'étais déjà en train de commettre un acte interdit.
Cette sensation étrange me fit comprendre que j'étais entré dans un jeu dangereux. Une fois la caméra installée, je sortis comme d'habitude, essayant de ne rien changer à ma routine. Chaque pas dans la rue me semblait surveillé, comme si l'homme mystérieux pouvait me voir partir et attendre le moment opportun. J'évitais de repenser à ce que je trouverais en rentrant, me concentrant sur mon travail pour ne pas laisser la peur prendre le dessus. Pourtant, à chaque pause, mon esprit revenait vers cette bibliothèque et l'œil invisible qui y veillait. Je savais que cette journée allait être interminable et que l'attente serait presque plus difficile que la vérité elle-même. Toute la journée, je vécus dans un état de tension permanente, incapable de me concentrer sur quoi que ce soit d'autre. Chaque vibration de mon téléphone me faisait sursauter, craignant ou espérant y voir une notification de la caméra. Mes collègues remarquèrent mon agitation, mais je me contentais de sourire et de prétendre que je manquais de sommeil. Plus l'heure avançait, plus mon impatience grandissait, au point de compter les minutes avant de pouvoir rentrer chez moi. Le chemin du retour me sembla interminable, chaque feu rouge étant une épreuve. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression que les passants pouvaient l'entendre. En montant les escaliers de mon immeuble, mes mains étaient moites et mes jambes légèrement tremblantes. Devant ma porte, je marquai une pause, comme si franchir le seuil allait changer ma vie à jamais. J'allumai immédiatement mon ordinateur et branchai la carte mémoire de la caméra. Le défilement des premières images me donna presque le vertige, le salon vide, l'après-midi qui défile, jusqu'au moment où une silhouette apparut dans le cadre. Mon souffle se coupa net. Ce que j'allais découvrir allait tout bouleverser. Mes yeux restèrent fixés sur l'écran, incapables de cligner, comme si j'avais peur de perdre une image. La silhouette s'avança, et peu à peu, la lumière révéla un visage que je connaissais trop bien. C'était Jacques, mon mari, en train d'ouvrir la porte avec une clé qu'il sortit calmement de sa poche. Mon estomac se noua brutalement, un mélange de choc et d'incompréhension me paralysant sur ma chaise. Je ne pouvais pas croire que l'homme avec qui je partageais ma vie soit celui qui s'introduisait ainsi chez moi. Chaque geste qu'il faisait paraissait calculé, méthodique, comme s'il avait déjà répété la scène 1000 fois. Il referma la porte derrière lui, se dirigea vers le bureau et commença à ouvrir les tiroirs avec une assurance glaciale. Mon souffle se fit court, mes mains se crispant sur le bord de la table. Je cherchais désespérément une explication rationnelle, mais rien ne pouvait justifier ce que je voyais. Le silence de l'appartement contrastait violemment avec le tumulte dans ma tête. Je sentais la colère monter, brûlante, mais retenue par la peur de découvrir ce qu'il cherchait. Je savais déjà qu'après ces images, rien ne serait plus jamais comme avant. Très vite, je compris qu'il n'était pas venu pour vérifier quoi que ce soit, mais pour fouiller. Ses mains parcouraient mes papiers personnels, ouvrant des enveloppes, lisant rapidement avant de les remettre en place, parfois dans le désordre. Il agissait comme un étranger dans ma propre maison, cherchant quelque chose avec une précision qui me glaçait le sang. Chaque tiroir ouvert, chaque dossier déplacé était une nouvelle preuve que la confiance que je lui accordais avait été trahie. Je me sentais envahi, violé dans mon intimité, comme si les murs eux-mêmes m'avaient abandonné. Il ne semblait pas craindre d'être surpris, avançant avec une lenteur presque arrogante. Je pouvais voir sur son visage une expression concentrée, comme s'il savait exactement ce qu'il voulait trouver. Les souvenirs de nos moments partagés se superposaient à cette image d'homme froid et calculateur, créant un contraste insupportable. Je sentis un poids écrasant dans ma poitrine, un mélange d'humiliation et de rage. L'idée que cet acte ait pu se répéter à plusieurs reprises sans que je m'en rende compte me donna la nausée. Tout ce que je croyais savoir sur notre relation s'effondrait sous mes yeux. Alors que je continuais à regarder, le coup final tomba, je le vis sortir son téléphone et photographier plusieurs documents. Il prenait soin de cadrer chaque page, vérifiant rapidement les images avant de passer à la suivante. Ce n'était plus un doute, mais une certitude, il collectait des informations précises, volontairement, et pour des raisons qui m'échappaient encore. Mon esprit se mit à tourner à toute vitesse, cherchant à deviner ce qu'il comptait faire de ces clichés. Était-ce lié à l'argent, au travail, ou à quelque secret que j'ignorais complètement? Plus je le regardais agir, plus une froideur implacable s'installait en moi.
Ce n'était pas un élan de curiosité ou un geste irréfléchi, c'était un plan. Il agissait avec la minutie d'un voleur, mais ce voleur était mon mari. Je sentis mes mains devenir glacées, comme si tout mon corps réagissait à la trahison. Chaque photo prise me semblait être une preuve supplémentaire, une arme contre moi que je ne comprenais pas encore. À cet instant, je sus que je devais garder ces enregistrements précieusement, car tôt ou tard, ils me sauveraient. En refermant l'ordinateur, j'eus l'impression que l'air dans la pièce était devenu plus lourd, presque irrespirable. Une brûlure sourde montait dans ma poitrine, mélange de colère et de tristesse, comme si chaque battement de mon cœur accentuait la blessure. Les souvenirs heureux que nous avions partagés défilaient dans mon esprit, se heurtant violemment à l'image de cet homme fouillant mes affaires. Il ne s'agissait plus seulement d'une trahison, mais d'un effondrement total de tout ce que j'avais cru vrai. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'une rage contenue qui me donnait envie de crier. Pourtant, aucun son ne sortit de ma bouche, seulement un silence lourd, saturé de douleur. Je restai longtemps assise dans l'obscurité, incapable de bouger, comme paralysée par ce que je venais de voir. Mes pensées se perdaient entre le besoin de comprendre et le désir viscéral de couper tout lien avec lui. Chaque respiration me rappelait que je devais garder la tête froide, mais le poids de l'humiliation rendait la tâche presque impossible. Je savais qu'affronter Jacques dans cet état reviendrait à perdre toute chance d'obtenir la vérité. Alors, je serrai les poings et me jurai de garder le contrôle, au moins jusqu'à ce que je connaisse toutes ses raisons. Ce soir-là, lorsqu'il rentra, je l'observai avec un regard nouveau, cherchant à déceler dans ses gestes où sont-on la moindre trace de culpabilité. Il me salua comme à son habitude, déposa un baiser distrait sur ma joue et se mit à parler de sa journée comme si de rien n'était. Chaque mot prononcé sonnait faux à mes oreilles, chaque sourire me paraissait forcé. Mon instinct me criait de lui hurler ce que j'avais découvert, mais une voix plus froide, plus stratégique, me conseillait d'attendre. Je hochai la tête aux moments opportuns, dissimulant mes émotions derrière un masque de neutralité. Plus je le laissais parler, plus je réalisais qu'il ne se doutait de rien. Cette ignorance était mon seul avantage, et je ne pouvais pas me permettre de le gâcher par une réaction impulsive. Je décidai alors de me taire, d'observer et de recueillir encore plus de preuves avant de passer à l'action. Ce choix me coûtait, car chaque minute passée à jouer ce rôle me brûlait de l'intérieur. Mais je savais que la patience serait ma meilleure arme, même si elle me condamnait à revivre chaque soir ce théâtre hypocrite. Les jours suivants, je notais méticuleusement tous ses allers et retours, ses heures de sortie, ses excuses parfois bancales. Je consignais chaque détail dans un petit carnet que je cachais au fond d'un tiroir de la cuisine. Cette traque discrète me donnait un sentiment paradoxal de puissance et de vulnérabilité. Je devenais l'ombre qui suivait ses pas, l'œil invisible qui guettait ses incohérences. Plus j'avançais, plus le puzzle commençait à prendre forme, révélant des zones d'ombre que je n'avais jamais soupçonnées. Je fouillais aussi discrètement ses affaires, veillant à remettre chaque objet à sa place exacte. Je découvris des tickets de restaurant, des retraits d'argent à des horaires étranges, et même des déplacements qu'il ne m'avait jamais mentionnés. Chaque indice renforçait ma conviction qu'il vivait une vie parallèle, soigneusement dissimulée. Pourtant, je savais que ces morceaux épars ne suffisaient pas, il me fallait un élément irréfutable, quelque chose qui le confronterait à ses mensonges sans échappatoire possible. Et cette pensée devint ma nouvelle obsession. Un soir, alors que je rangeais le manteau de Jacques dans le placard, ma main heurta un petit écrin dissimulé dans la poche intérieure. Intriguée, je l'ouvris et découvris un bijou délicat, une paire de boucles d'oreilles en or fin qui ne m'appartenait pas. Mon cœur se serra, et un froid glacial se répandit dans tout mon corps. Il n'y avait pas d'anniversaire à fêter, pas d'occasion spéciale, et surtout, ce n'était pas mon style. Je refermai l'écrin avec précaution, comme si le simple fait de le toucher pouvait me brûler. Cette découverte était un signe, une preuve silencieuse qu'une autre femme existait. Le reste de la soirée, je jouais mon rôle à la perfection, cachant ma colère derrière un masque de calme. Mais à l'intérieur, chaque minute passait comme un coup de couteau. Les souvenirs récents prenaient soudain un sens nouveau, ses absences, ses regards fuyants,
ces messages auxquels il ne répondait qu'après de longues minutes. J'avais la désagréable impression que le sol se dérobait un peu plus sous mes pieds à chaque pensée. Pourtant, je décidai de ne pas précipiter ma réaction. Si cette femme existait, je voulais savoir qui elle était et depuis quand elle faisait partie de sa vie. Quelques jours plus tard, Madame Dubois revint discrètement frapper à ma porte. Son visage portait l'ombre d'un secret qu'elle hésitait à partager, mais ses yeux, eux, trahissaient une certitude douloureuse. Elle me dit avoir vu Jacques entrer chez nous pendant mon absence, accompagné d'une femme blonde élégante, vêtue d'un manteau clair. Son ton était ferme, sans place pour le doute, et chaque mot me frappait comme une gifle. Mon estomac se noua en imaginant cette scène se dérouler dans mes murs. J'eus l'impression de sentir leur parfum mélangé, flottant encore dans l'air. Cette révélation dissipa les derniers restes de doute qui me retenaient. L'image d'eux, ensemble dans mon salon, me fit monter un goût amer dans la bouche. Les pièces du puzzle s'imbriquaient enfin, mais au prix de briser définitivement le peu de confiance qui restait. Je remerciai Madame Dubois pour son courage, consciente qu'elle risquait d'être mal vue si Jacques découvrait sa franchise. Je refermai la porte, le dos appuyé contre le bois, comme pour contenir la tempête qui grondait en moi. Désormais, il n'était plus seulement question de trahison, il fallait agir. Déterminé à en finir avec le doute, je décidai de préparer un plan. Je choisis un samedi après-midi, sachant que Jacques croyait que je serais occupée à un rendez-vous avec une amie. Je laissai volontairement l'appartement vide, mais branchai toutes les caméras que j'avais achetées, y compris 2 nouvelles dissimulées dans des endroits stratégiques. Mon cœur battait à un rythme irrégulier en quittant les lieux, comme si chaque pas m'éloignait d'une vérité que je craignais autant que je la désirais. Je m'efforçai de garder une apparence détendue, mais mes pensées étaient rivées aux images que j'allais capturer. Pendant les heures qui suivirent, je comptais les minutes, incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. Chaque vibration de mon téléphone me donnait l'impression que quelque chose se produisait à la maison. Quand enfin je décidai de rentrer, je le fis avec un mélange d'excitation et de peur. Je refermai la porte derrière moi, allumai l'ordinateur et insérai les cartes mémoire. Les premières images défilaient, jusqu'à ce qu'une silhouette familière apparaisse à l'écran, suivie, comme je le redoutais, d'une autre. Cette fois, il n'y aurait plus de marche arrière possible. Sur l'écran, je vis Jacques entrer avec la femme blonde, riant comme s'ils étaient chez eux. Ils se dirigèrent vers le salon, et sans la moindre hésitation, il l'embrassa longuement, ses mains glissant sur elle avec une familiarité révoltante. Je sentis mes doigts se crisper sur la souris, mes ongles s'enfonçant dans ma paume. Chaque geste me brûlait les yeux, chaque éclat de rire résonnait comme une insulte. Elle s'installa dans mon fauteuil préféré, croisant les jambes avec un air de conquête, tandis que lui ouvrait une bouteille de vin que j'avais achetée pour une occasion spéciale. La trahison se déroulait sous mes yeux, crue et indiscutable. Je restais figé, incapable de détourner le regard, comme si arrêter la vidéo aurait signifié fuir la vérité. Le contraste entre leur insouciance et la douleur qui me transperçait me donna presque la nausée. Je pouvais reconnaître la complicité dans leurs regards, une intimité qui ne s'improvise pas. C'était un spectacle insupportable, mais aussi la preuve ultime dont j'avais besoin. L'humiliation se mêlait à une colère froide, une colère qui commençait à me donner de la force. Cette force allait me servir pour la suite, car je savais désormais que la confrontation serait inévitable. Quand la vidéo se termina, je restai quelques minutes immobile, respirant profondément pour empêcher mes mains de trembler. Puis, avec une lucidité glaciale, je compris que le temps de la patience était révolu. J'avais accumulé assez de preuves pour mettre fin à cette mascarade. L'idée de l'affronter me terrifiait, mais l'idée de continuer à vivre dans ce mensonge m'était encore plus insupportable. Je pris un carnet et commençai à organiser mentalement chaque étape, de la collecte des documents à la préparation de mes affaires. Mon esprit passait déjà en revue les conséquences, les réactions possibles, les risques. Je n'étais plus la femme surprise et blessée que j'avais été quelques jours plus tôt. J'étais devenue quelqu'un qui agissait, qui contrôlait la situation. Chaque pensée était orientée vers un seul objectif, reprendre ma liberté et ma dignité. Je savais qu'il tenterait de nier,
de manipuler, peut-être même de se poser en victime. Mais cette fois, il n'aurait aucune prise sur moi. Mes preuves parleraient pour moi, et je comptais les utiliser au moment le plus stratégique. Cette certitude m'apporta un calme étrange, presque rassurant. Dès le lendemain matin, je pris rendez-vous avec Maître Lemoine, un avocat recommandé par une amie de confiance. Je me présentai dans son bureau avec une clé USB contenant toutes les vidéos et les photos, ainsi qu'un dossier de notes détaillant chaque mensonge, chaque absence, chaque découverte. Il m'écouta en silence, hochant la tête à mesure que je déroulais le récit, ses yeux s'assombrissant face aux preuves. Lorsque je terminai, il me confirma que j'avais en main de quoi engager une procédure solide. Entendre ces mots fut comme une validation de tout ce que j'avais enduré. Nous discutâmes des étapes à suivre, des documents à préparer et de la manière dont il faudrait gérer la confrontation. Il insista sur l'importance de ne rien dévoiler à Jacques avant que tout ne soit prêt, afin d'éviter toute manœuvre de sa part. Je quittai son bureau avec un mélange de soulagement et de tension, consciente que la partie la plus difficile approchait. Dans la rue, l'air frais me sembla différent, comme si une page commençait à se tourner. Mais je savais que le chapitre à venir serait le plus intense de ma vie. Ce soir-là, j'attendis que Jacques rentre, assise à la table du salon, la clé USB posée devant moi comme une arme silencieuse. Lorsqu'il franchit la porte, il remarqua immédiatement mon regard fixe, mais tenta de masquer son trouble par un sourire forcé. Sans un mot, je branchai la clé sur l'ordinateur et lançai la vidéo. Les images parlèrent d'elles-mêmes, lui, la femme blonde, les gestes tendres, les baisers, le vin partagé. Son visage se figea, son teint vira au gris, et un silence pesant emplit la pièce. Chaque seconde qui passait resserrait le nœud de sa culpabilité. Je le fixai, immobile, tandis que le film de sa trahison défilait sous nos yeux. Il tenta d'ouvrir la bouche, mais aucun mot ne franchit ses lèvres. La tension dans la pièce était presque palpable, comme si l'air lui-même refusait de circuler. Je sentais mon cœur battre avec force, mais ce n'était plus la peur qui m'habitait, c'était une étrange sérénité. J'avais enfin inversé les rôles, c'était à lui de trembler, à lui de justifier l'injustifiable. La vérité, froide et implacable, venait de s'abattre entre nous comme une sentence. Après quelques secondes de silence, il tenta de nier, affirmant que ce que je voyais n'était pas ce que je croyais. Ses mains s'agitaient, ses phrases se coupaient, et ses yeux évitaient les miens. Puis, voyant que je ne cédais pas, il changea brusquement de stratégie, s'effondrant dans sa chaise en prétextant des problèmes de couple et un moment de faiblesse. Ses excuses sonnaient creux, résonnant dans la pièce comme un écho pathétique. J'observais ce spectacle avec un détachement glacé, notant chaque tentative maladroite de retourner la situation. Il ne comprenait pas que ces mots ne pouvaient plus effacer les images. Plus il parlait, plus je voyais en lui un étranger, un homme prêt à tout pour sauver sa façade. Il essaya même de me prendre la main, comme pour rallumer une flamme éteinte depuis longtemps. Mais je retirai doucement mes doigts, le regard planté dans le sien avec une froideur qu'il n'avait jamais vue. Il comprit alors, sans que je dise un mot, que son emprise sur moi avait pris fin. Et ce fut à cet instant que la peur se peignit clairement sur son visage. Alors qu'il croyait avoir touché le fond, je sortis un relevé bancaire que j'avais découvert en fouillant ses affaires. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes, il avait tenté de transférer une grande partie de mes économies sur un compte à son nom. Son visage pâlit davantage, ses lèvres tremblèrent légèrement, et il détourna le regard. Cette fois, il ne chercha même plus à se justifier, comme si ses propres mensonges l'avaient épuisé. Pour moi, c'était la preuve ultime, sa trahison n'était pas seulement sentimentale, elle était aussi financière. Je ressentis un mélange d'écœurement et de soulagement. Écœurement d'avoir partagé ma vie avec quelqu'un capable d'une telle duplicité, soulagement de savoir que j'avais découvert la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Les masques étaient tombés, et ce que je voyais devant moi n'était plus un mari, mais un homme que je ne reconnaissais pas. Mon silence, plus que mes mots, acheva de le briser. Et dans cet instant précis, je compris que je n'avais plus rien à perdre en le laissant partir. Ce soir-là,
Jacques fit sa valise dans un silence lourd, chaque fermeture éclair résonnant comme une déchirure définitive. Il ne tenta plus de me parler, conscient que ces mots n'auraient aucun effet. Je l'observai ramasser ses affaires, chacune me rappelant un souvenir désormais souillé. Lorsqu'il franchit la porte, il ne se retourna pas, emportant avec lui le poids de ses mensonges et de ses échecs. Le claquement sec de la porte derrière lui eut un étrange goût de délivrance. Je restai quelques minutes immobile, écoutant le silence redevenu maître des lieux. Le vide qu'il laissait derrière lui n'était pas celui de l'abandon, mais celui d'une purification. L'air semblait plus léger, les murs plus lumineux, comme si la maison respirait à nouveau. Mes mains cessèrent enfin de trembler et je me surpris à inspirer profondément, comme si je retrouvais une liberté oubliée. Ce départ, que j'avais tant redouté, se révéla être le premier pas vers une vie nouvelle. Et dans ce silence apaisé, je sus que plus jamais je ne laisserais quelqu'un m'enchaîner par ses mensonges. Les mois qui suivirent furent consacrés à reconstruire ce que Jacques avait tenté de détruire. Je vendis l'appartement, choisissant un endroit plus petit mais où chaque pièce porterait uniquement mes souvenirs. Je repris contact avec des amis que j'avais négligés, redécouvrant le goût des conversations sincères. Chaque matin, je me levais avec un objectif simple, avancer, même par de petits pas. La douleur était encore là, mais elle se transformait peu à peu en force. J'appris à savourer les instants simples, comme boire un café en terrasse ou marcher seul dans un parc. Avec le temps, je me surpris à sourire sans raison particulière, simplement parce que je me sentais à nouveau moi-même. Les nuits devinrent plus paisibles, libérées des cauchemars qui m'avaient hanté. J'avais retrouvé ma voix, mon indépendance et cette certitude intime que plus rien ne m'arrêterait. Ce processus ne fut ni rapide ni facile, mais chaque effort portait ses fruits. La renaissance n'était pas un grand événement soudain, mais une suite de petites victoires quotidiennes qui, mises bout à bout, redonnaient sens à ma vie. 1 an plus tard, en croisant par hasard un ancien voisin, j'appris que la femme blonde avait quitté Jacques. Il vivait seul dans un petit appartement, ruiné et sans amis. Cette nouvelle ne me procura ni joie ni vengeance, seulement une confirmation que la vérité finit toujours par rattraper ceux qui mentent. J'eus un bref instant de compassion, vite remplacé par une profonde indifférence. Ce n'était plus mon histoire, plus mon fardeau. Mon avenir ne regardait que moi désormais. En rentrant chez moi, je réalisai à quel point le chemin parcouru avait été long et nécessaire. J'avais transformé la trahison en liberté, la douleur en énergie, et l'humiliation en dignité retrouvée. Jacques n'était plus qu'un chapitre clos, un rappel de ce que je ne voulais plus jamais vivre. Et alors que je fermais la porte derrière moi, un sourire sincère se dessina sur mes lèvres. J'étais enfin prête à écrire la suite, sans chaîne, sans peur, et surtout, sans lui.